Madame, Monsieur, bonjour. Dans le cadre de notre émission, nous avons aujourd'hui comme invité un monsieur extraordinaire. C'est un militant né, un ancien fonctionnaire de la répression des fraudes et actuellement entrepreneur conseiller en intelligence économique. Et aussi, ça va vous étonner, il est le président du gouvernement des deux rives. Ça, on en parlera plus tard. Jacques Villard, bonjour. Bonjour Samuel. Euh, Allez, vas-y, présente-toi un petit peu à nous. Raconte-nous, démarre déjà par nous raconter un petit peu ton enfance, là où tu es né, etc. Ton petit parcours de Oui, jeune, on va dire. alors, de jeune, oui, alors c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais je suis né en terre d'Afrique, en Afrique du Nord, dans un petit quartier qui a fait le tour du monde, qui est peut-être même plus connu que Paris, Londres ou Washington, hein. Je suis né à Bab el-Oued. Et donc, à partir de ce petit quartier de Bab el-Oued, j'ai parcouru le monde après. Et j'ai appris à découvrir que l'humanité était ma patrie. Et que la terre était mon terrain de jeu. Donc à partir de là, on s'amuse beaucoup. Même si il y a beaucoup d'obstacles et plus de souffrance que de joie. Ouais. Mais enfin, il faut surmonter tout cela et puis continuer à travailler et à essayer de faire que sa vie soit un terrain tranquille. D'accord. Toi et ta famille, ta mère, je crois, parce que tu as perdu ton père quand tu étais très jeune encore. Vous vous êtes installé en France en quelle année à peu près? Alors oui, tu as raison de le dire, je suis le fils d'un père assassiné. C'est un peu difficile à porter, surtout à l'époque, hein, c'était en 1962. T'avais quel âge? J'avais 15 ans, 16 ans. Et donc, je suis arrivé à Montpellier, d'ailleurs, euh, plus exactement à Palavas. Et donc, à partir de là, il a fallu travailler. Alors, c'est vrai, tu disais tout à l'heure, j'étais au ministère des Finances, je dirige un gouvernement. Oui, mais quand on commence à travailler, qu'on est fils unique avec une maman à charge, j'ai d'abord commencé à travailler dans l'enlèvement des ordures ménagères. J'étais derrière une benne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et je me suis plus arrêté. C'est-à-dire que quand j'ai pris ma retraite, je me suis aperçu que je n'avais jamais pris de congé. Jamais. Mais j'avais travaillé. Et finalement, je me suis aperçu que le travail, quand on aimait son travail, c'était amusant. D'accord. Et donc là, tu as été obligé de travailler très jeune. Donc je suppose que tu as abandonné tes études. Et je crois qu'à un certain moment, tu t'es battu pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir reprendre tes études, je crois même à 46 ans, c'est ça? Ah oui. Alors, Donc ça, c'est très important d'en parler parce que ça va aider beaucoup de gens, hein, qui pensent que si qu'on n'est pas réglé comme une horloge, c'est-à-dire tu nais, à 6 ans ou je sais pas, tu rentres à l'école et à 18 ans, tu as ton bac, les choses ne vont pas se faire. Toi, tu es la preuve vivante que non. On peut très bien arrêter ses études très jeune et les oui. reprendre plus tard. Oui, alors, il faut beaucoup avoir d'imagination, et puis il faut aimer les autres, et puis il faut écouter, il faut regarder ce qui se passe dans la vie, et saisir les opportunités. Euh, il y a un rêve européen comme il y a un rêve américain ou comme il y a un rêve africain. À partir du moment, je ne veux pas dire où on se regarde tous les matins dans sa glace en disant demain je serai président de la République, on peut très bien imaginer que demain on pourra jouer un rôle dans cette société, que ce soit un rôle économique, politique, religieux, que sais-je, de manière à faire les choses pour rendre service aux autres, surtout, penser à l'autre, et puis également faire en sorte d'exister et de sortir un peu de l'anonymat. Une fois qu'on est sorti de l'anonymat, pour une raison ou pour une autre, parce qu'on était un excellent joueur de boules, qu'on était un excellent tennisman, qu'on est un excellent je ne sais quoi, on sort de la masse et on commence à intéresser les autres. Et puis jusqu'au moment où on commence à parler, à s'exprimer, à créer, etc. Créateur, en matière associative, je crois que j'ai dû créer, allez, cinquantaine d'associations. Et en matière de société, j'ai aidé à créer trentaine de sociétés. Depuis que tu as pris ta retraite, c'est-à-dire depuis que tu t'es lancé dans le conseil. Non, depuis toujours. Ah, depuis C'est-à-dire toujours. que ma première association a été en 1962 Ah, quand même, ouais. et que ma dernière, elle a 6 mois. Donc, je n'ai jamais cessé de m'intéresser à l'économie sociale. Donc, aux associations, j'ai été un syndicaliste passionné. J'ai été aussi intéressé par le développement économique. J'ai travaillé dans les associations économiques, y compris au MEDEF ou à toutes sortes de, comment dire, d'organismes qui aident les autres à se développer.
Et puis, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé m'ont permis de connaître d'autres entreprises, de connaître des systèmes économiques et de m'y plonger. Et je pense que ça a été quelque chose de très enrichissant. Mais j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que je me présentais en disant donnez-moi votre salaire minimum. Et je peux vous dire que dans votre société, allez, dans 6 mois, je double. Donc, tout simplement pourquoi j'étais disponible 24 heures sur 24. Et on me disait, ben, demain il faut partir à Rome, je partais à Rome. On m'aurait dit, il faut partir au pôle Nord, je serais parti au pôle Nord. Il fallait arriver. Il fallait arriver dans le bon sens du terme, dans la bonne opportunité et faire en sorte que l'on soit apprécié par ses propres qualités. Ce qui fait que mes dirigeants, quand j'ai été sans orgueil mal placé, puisque après je suis devenu dirigeant moi-même, c'est-à-dire que j'ai commencé derrière une benne et je suis devenu PDG à un moment donné. Dans quel domaine? Quelle boîte? Dans les négoces en matériaux de construction. D'accord. Et donc... Après avoir fini tes études, après avoir repris tes études ou avant? Alors c'est ce que je voulais dire, c'est Ouais. que jamais personne ne m'a dit, au fait, vous avez quel diplôme? Et en fait, dans ce que j'ai considéré comme mon dernier emploi véritable, c'est-à-dire cette progression, je m'étais aperçu que certaines entreprises employaient quelqu'un, le prenaient pendant 5 ans, le pressaient comme un citron et le jetaient. Je me suis dit, je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais prendre une entreprise, je vais la faire travailler pendant 5 ans et je vais la jeter après. Donc, ce qui fait que pratiquement tous les 5 ans, je changeais d'entreprise. Et donc, j'ai acquis une certaine expérience. Ce qui fait que personne ne m'a demandé qu'est-ce que j'avais, ce que je possédais comme diplôme, parce qu'ils étaient persuadés que j'avais, en matière d'économie, les plus grands diplômes. Et donc, à mon dernier employeur, je dis, monsieur, je m'en vais, dans 6 mois, je m'en vais, je pars. Il nous partez la concurrence, je dis non, je vous le dirai à la fin. Et donc, à la fin, je lui ai dit, mais monsieur, vous m'avez engagé, bon, j'étais votre directeur administratif et financier. Oui, mais j'avais demandé s'il avait un diplôme. Ah, il m'a dit, oui, c'est vrai, vous avez un diplôme, évidemment. Je dis, ben non, j'ai rien. Donc, je repars à l'école. Je suis reparti à l'école, j'ai fait ma fac de droit, mon université, etc., mon master. Et donc, je suis revenu à 46 ans, parce qu'à 46 ans déjà, on commençait à ne plus rien valoir sur le marché du travail. Donc, je suis revenu dans le marché du travail, bardé de diplômes, et y compris d'ailleurs un concours d'entrée à l'ENA. École nationale d'administration. Oui, et qui est accessible à tout le monde d'ailleurs. Hein. Ça fait partie du rêve, c'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quel âge, peut présenter l'ENA. Le seul problème, c'est de réussir après, hein, pour pouvoir entrer à l'École nationale d'administration. Mais c'est ouvert à tout le monde, sans condition d'âge ni de diplôme. On n'a pas besoin d'avoir un bac pour entrer à l'ENA. Donc voilà, dans la 5e catégorie. Et donc, eh bien, j'ai recommencé une carrière professionnelle à partir de 46 ans. Et là, tu es devenu fonctionnaire au ministère des Finances, c'est ça? Alors, ça n'a pas Ou été si c'était simple plus, que ça. Avant d'entrer au ministère des Finances, je suis devenu l'intendant général d'une école catholique royale et militaire. D'accord. Une école qui avait été créée sous Pépin le Bref et qui a terminé sa carrière sous François Mitterrand. C'était une école où on formait des enfants pour être cadres dans les services armés ou cadres dans les services civils. Et donc, c'était une école qui était jumelée avec le 8e RPMA et le 4e étranger. Donc, tous les enfants étaient en uniforme et en armes, filles comprises. On en faisait des cavaliers, on en faisait des fantassins, en tous les cas, ils apprenaient le maniement des armes. Mais tout ça, ça s'est terminé en 1993. Et donc, après 12 siècles d'existence. C'est la plus vieille école de France. À partir de là, j'avais quand même pris de l'âge. Et tu avais quel âge? Eh bien, j'avais 8 ans de plus, donc 54 ans. À 54 ans, donc tu as réussi à rentrer au ministère des Finances? Alors, 54 ans, je me suis retrouvé au chômage, comme tout le monde. D'accord. 1238 demandes d'emploi. J'ai fait 1238 demandes d'emploi, oui. Et jamais personne t'a répondu? Jamais. J'ai eu 50% de réponses, en gros. Hein. Mais toutes négatives? Toutes négatives. D'accord. J'ai eu 11 touches, si je puis m'exprimer ainsi, et un entretien. Cet entretien a débouché sur une proposition d'emploi pour un grand laboratoire pharmaceutique qui commençait à créer une base en France pour le transport du plasma à J+1. Ensuite, j'ai présenté 31 concours d'administration. J'ai réussi à 5 concours. Et j'ai fait 2 propositions d'emploi
une proposition pour créer une librairie thématique et une proposition pour créer un élevage de cervidés en Nouvelle-Calédonie, D'accord. à cheval. Et donc, quelques mois après, j'avais 5 propositions d'emploi dans l'administration. J'avais 7 propositions d'emploi donc, comme directeur administratif et financier de ce groupe de laboratoire pharmaceutique. Et puis j'avais ma proposition d'élevage de cervidés en Nouvelle-Calédonie qui avait été validée. Voilà. Donc, on est parti de 1238, on est arrivé à 7 possibilités. Alors je me suis dit, devenir directeur administratif et financier d'un groupe pharmaceutique, le dernier entrée, premier sorti en cas de plan social. Mais ça, c'est pas bon, hein, je ne veux pas retourner au chômage, n'en parlons plus. Ouais. Après, je me suis dit, oula, un élevage de cervidés en Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que c'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, j'avais acheté le terrain, j'avais les bêtes, etc. Mais imaginons un seul instant que la Nouvelle-Calédonie demande son indépendance, ce qui est tout à fait normal. Je vais être obligé de prendre la valise et de repartir d'où je venais. Je me suis dit, l'administration, ça me paraît quand même un peu plus stable. J'avais l'administration centrale, les douanes, impôts et trésors et fraude. Alors les douanes, je me suis dit, bon c'est très bien, une administration qui est très importante, mais je me voyais mal en train de faire de la chasse Aux fraudeurs. en uniforme, en armes, etc. J'avais plus l'âge. Impôt trésor, je me suis dit, je ne vais pas embêter les gens. J'ai dit, fraude, ça m'intéresse, tout simplement parce que ce sont des gens qui n'ont pas non plus d'emploi du temps, qui ne sont pas aux 35 heures, mais 2 fois 35 dans une semaine, etc. Donc ça m'a plu, et puis il y avait une certaine indépendance, des textes à apprendre, donc j'ai terminé la répression des fraudes. Voilà. Mais bon. Tu as des anecdotes à nous raconter, des trucs drôles qui te sont arrivés, non? Des trucs drôles, pas forcément des trucs drôles. Si peut-être un jour j'arrive dans Picardie, on me dit que j'avais une entreprise de ressorts à contrôler. Et donc j'arrive je vois une petite façade, un monsieur bien en chair. Voilà, je me suis dit, ça c'est l'artisan typique, quoi. Alors je vais le voir et j'avais eu le tort, ce que je n'ai plus vu après, de ne pas consulter auparavant les bons sites pour savoir ce que faisait réellement cette entreprise. Alors je rentre, je dis, bonjour monsieur, très bien, oui, alors qu'est-ce que vous faites, les ressorts pour sommier, matelas, etc. Il me dit non, moi je fais des petits ressorts pour Airbus. Et il m'a présenté une salle où il n'y avait que des robots et des ingénieurs qualité. Je pensais que c'était un petit artisan qui fabriquait des ressorts pour tout ce qu'on peut imaginer dans la vie quotidienne. En fait, il travaillait pour Airbus. D'accord. Donc, c'était donc une grosse la vie boîte. réserve des surprises. D'accord. Là, on va passer maintenant, on va parler un petit peu de ta carrière militante. Ce qui t'a poussé à créer le gouvernement des deux rives, toi et d'autres, hein, bien sûr. Oui. La genèse de tout ça, etc. Donc on te laisse un petit peu nous raconter ce qui t'a poussé à arriver à ce point. Alors arrivé à ce point, d'abord, ce qui m'a poussé dans la vie. Tout à l'heure, je disais, c'est la curiosité. Je dis toujours d'ailleurs aux jeunes, il y a un mot qu'il ne faut jamais oublier avec un point d'interrogation, c'est pourquoi. À partir du moment où vous arrêtez de dire pourquoi, vous êtes un vieux. Bon, j'ai 72 ans. Je continue à dire pourquoi tous les matins. Et j'essaye de savoir pourquoi les choses marchent comme ça, ou pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc je me dis, ça va, je continue à dire pourquoi. Je dis toujours à mon petit-fils, n'hésite pas, tes parents vont te dire, mais parce que. Et là, c'est la ruine. Il ne faut plus les écouter quand ils commencent à te dire parce que, qu'ils ne te disent pas pourquoi parce que. Mais continue à dire pourquoi. Donc, ce qui m'a poussé dans la vie, je vais vous étonner, c'est Tintin. Je suis un lecteur de l'aventurier. Tintin. Ouais. Voilà, l'aventure. L'aventure, tous les jours, tous les matins, à n'importe quel moment, et pour n'importe quel pays, et savoir partir ex abrupto, comme ça. Il se présente quelque chose, et hop, je prends le bateau, je prends l'avion, et j'y vais. Donc c'est comme ça que j'ai connu beaucoup de pays, et c'est comme ça que j'ai connu beaucoup d'entreprises, pouvoir public. Il y a des aventures à vivre dans la fonction publique, de très belles aventures à vivre dans la fonction publique, il ne faut pas hésiter. Donc il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sauts de gens. Et donc j'ai découvert notre famille qui est l'humanité, et j'ai découvert des gens merveilleux et de sombres crapules partout dans le monde. Ah oui, oui, c'est partout ça. dans le monde. Hein, l'Europe n'est pas. Des crapules, il y en a, ouais. Oui, oui, mais l'Europe n'est pas exonérée de crapules. Donc j'ai même trouvé
plus de belles familles et de belles personnes en Afrique, par exemple, que j'en ai vu en Europe. En Europe, tout est surfait, tout est dit, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est faux. Rien n'est dit et tout est à faire, mais bon, ils ne s'en rendent pas compte. Ce qui fait que, voilà, hein, il n'y a rien d'extraordinaire en ça. J'ai travaillé. Bon, alors, concernant ce que vous appelez le gouvernement des deux rives, je suis allé un jour en Bulgarie et j'ai découvert Alphonse de Lamartine, j'en discutais il y a quelques instants, Alphonse de Lamartine, qui a été véritablement le fondateur de la Deuxième République française. Les gens ne le savent pas, ils ont oublié Alphonse de Lamartine. Alphonse de Lamartine était un très bel homme, et qui un jour a dit il faut comme d'autres, je fasse mon voyage en Orient. Et donc il est parti, et il a parcouru l'Orient, il a perdu sa fille d'ailleurs, il a failli mourir. Et il s'est intéressé aux pays tels que la Bulgarie, la Serbie, où il a laissé un souvenir impérissable. Et j'ai découvert avec les Bulgares qui était Alphonse de Lamartine, que je ne connaissais pas. Et donc je me suis aperçu qu'à un moment donné, il parlait de gouvernement provisoire de 1848. Bon, 1848, ça me rappelle quelque chose, parce que mes aïeux étaient partis en 1848 pour l'Algérie. J'ai regardé cet homme qui, avec ce gouvernement de 1848, avait pratiqué avec Victor Schœlcher l'abolition de l'esclavage. Je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un de fraternel, quoi. C'est quelqu'un qui se bat pour plus de justice dans ce monde. Exactement, exactement. Qui considère que l'autre est son égal. Et il a raison, tout à fait. Déjà, quand on commence à regarder l'autre et se dire, tiens, c'est mon égal, je ne dis pas qu'on a un peu de sagesse, mais on a un peu moins de folie, quoi. Exact. De grandeur, en tous les cas. Et donc, à partir de là, je me suis mis à étudier Lamartine. Et puis, mais il a créé un gouvernement. Est-ce qu'il est possible de créer un gouvernement, un État? Et je me suis aperçu que c'était possible. Alors, j'ai été regarder les textes internationaux, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait une convention de Montevideo qui datait de 1933 et qui disait à tout un chacun, créez un État, vous verrez comme vous serez heureux. Comme à l'heure actuelle, on vous dit, créez une entreprise, vous verrez comme vous serez heureux. Alors, on n'est peut-être pas forcément heureux quand on a créé une entreprise, parce qu'on a plus des fois, on peut avoir beaucoup de problèmes. Voilà, hein, on a beaucoup de problèmes. Là, bon, c'est tranquille. Au niveau des États, on ne crée pas des États tous les matins, quoi. Je prends par exemple au XXIe siècle, il y en a eu quelques-uns de créés, après des guerres. Nous avons comme devise la paix pour seul combat. Alors la paix pour seul combat, c'est une phrase d'Albert Camus, après Hiroshima. Donc, parler de paix après Hiroshima, ça vaut son pesant d'or. Donc, on en a fait notre devise. C'est-à-dire que nous sommes le seul gouvernement au monde qui n'a pas de ministère des armées et qui n'a pas d'armée. On n'a pas besoin, puisque c'est la paix pour seul combat. Bien sûr. Donc, à partir de là, cette convention de Montevideo vous dit, écoutez, vous avez des amis, vous parlez la même langue, peut-être, vous avez les mêmes élans du cœur, etc. Vous avez des qualités communes, un patrimoine, des histoires à raconter, vous pouvez créer un État, sans problème. Et les autres États n'ont pour seul devoir que de vous aider à vous pérenniser. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous faire la guerre au niveau des problèmes internationaux, mais par contre, ils peuvent vous aider à faire que vous grandissiez. Ben, voilà, donc, ce sont vos parents, vos tutélaires. Bon. Très bien, je me suis dit, on va créer un État. Donc déjà, ça commence à devenir intéressant, parce que quand vous êtes un simple kidam d'un pays quelconque et que brusquement vous dites, ben, je crée un État, très bien. Donc, Lamartine, quand il a créé son État, a été ministre des Affaires étrangères. Je me suis décrété ministre des Affaires étrangères, autoproclamé ministre des Affaires étrangères. J'ai donc Et là, grâce à ça, tu as fait bouger un petit peu les choses, tu as créé un certain mouvement autour de toi. Voilà. Tu as été rejoint par certaines ministre personnes. tout seul, c'est pas marrant, donc il faut trouver d'autres ministres. J'ai convaincu d'autres amis, hommes et femmes et jeunes, de venir nous rejoindre, d'être ministre de ceci, ministre de cela, dans tous les domaines de l'activité humaine. Nous avons formé un conseil des ministres. À partir de là, bon, comme il faut quelqu'un pour manier le gouvernail, on a créé un président du Conseil des ministres. Mais quand on est président du Conseil des ministres dans un État en voie de création, on est un peu seul. On se dit, il nous faut une présidente d'Assemblée nationale, quoi. Donc, nous avons créé une Assemblée nationale de 93 députés, un gouvernement avec 38 ministres, et puis on s'est dit, une fois que nous avons eu l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres, il nous faut un chef d'État. Donc nous avons un chef d'État. D'accord. Par contre, il y a juste une chose, parce que les gens, je pense qu'ils nous écoutent, ils n'ont pas trop compris que ton gouvernement, il représente quel peuple? Voilà. Quel est son combat, etc. Donc, j'ai dit que j'étais né à Bab el-Oued. Donc, déjà, on peut être né à Bab el-Oued si on est arabe, si on est berbère, ou si on est pied noir. Voilà. Donc, je suis pied noir.
je me suis intéressé évidemment à mes frères berbères et j'ai décidé de faire cette aventure avec mes frères pieds noirs, bien, en me disant, et bien après nous irons vers les autres. Et donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le million de pieds noirs qui sont partis d'Algérie et augmenté de ceux qui étaient au Maroc et en Tunisie, se sont retrouvés 5 millions à l'heure actuelle avec leur alliance dans le monde, sur les 5 continents. C'est-à-dire qu'il y a des pieds noirs effectivement en France, mais il y a des pieds noirs en Argentine, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a en Israël, il y en a en Afrique, donc à Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles du Maroc, il y en a toujours en Algérie, en Tunisie, etc. Et donc cette grande famille est représentée par cet État qui donc maintenant a fait sa demande pour entrer à l'organisation des peuples non représentés, qui est une sous-famille, un SAS, pour aller vers l'Organisation des Nations Unies. Et notre objectif, c'est d'entrer à l'Organisation des Nations Unies. Alors, on ne va pas dire vous allez prendre un bateau, vous allez partir vers un pays inconnu, etc. Non. Nous sommes des adeptes de la double nationalité ou de la triple nationalité, c'est-à-dire que celui qui a une nationalité actuelle la garde et il va se retrouver octroyé dans quelque temps par une autre nationalité qui sera la nationalité pied noir pour le coup et où il aura une identité pied noir. Ce qui fait qu'il n'aura pas de tourment, il ne va pas mourir en train d'être pourchassé ou en train de faire la guerre. Oui. Nous ne sommes pas partis pour reconquérir quoi que ce soit. Alors, nous avons plusieurs solutions pour ces territoires. Nous avons à l'heure actuelle 10 propositions. Mais, première possibilité, la France et l'Algérie reconnaissent qu'elles nous doivent quelque chose. Imaginons, soyons fous. Oui. Quand la France a donné son indépendance à l'Algérie, elle lui a remis les clés en main 2 600 000 km² de terrain. Oui. Il y avait 10 millions de population. Nous étions 1 million de pieds noirs. Donc nous avions le 1/10 normalement en propriété, c'est-à-dire 260 000 km². Nous disons à l'heure actuelle à la France et à l'Algérie, donnez-nous 260 000 km² ou l'équivalent en espèces sonnantes et trébuchantes, et nous allons avoir un territoire pour cet État. Donc si j'ai bien compris, l'objectif c'est d'y créer une sorte de principauté, de type comme Monaco en France, etc., ou Andorre. C'est une excellente question. Il y a, au niveau des États, il y a ce que l'on appelle les États de souveraineté territoriale, et donc ce sont des États qui ont des territoires. Oui. Alors le plus petit des États à l'heure actuelle dans le monde, c'est le Vatican, avec 40 hectares et 741 habitants. Bien. Donc on peut faire mieux, je crois. Pas spirituellement parlant peut-être, mais en tous les cas, économiquement parlant. Donc avis aux amateurs, c'est-à-dire que ceux qui ont plus de 40 hectares à nous céder, nous sommes preneurs. Sur le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire les deux rives, soit rive nord, soit rive sud. La deuxième chose, c'est que ces territoires avec territorialité sont obligés de faire reconnaître la souveraineté sur le territoire. C'est bien beau de vous donner un territoire, mais encore faut-il que le pays qui détient ce territoire accepte de faire que vous soyez demain matin indépendant. C'est-à-dire qu'au moment même où nous achetons, nous disons attention, nous achetons en même temps notre indépendance. Nous voulons être souverains. Oui. C'est pas facile. La deuxième solution, c'est de dire à un État, vous gardez la souveraineté de votre sol et vous nous faites un bail amphithéotique. 999 ans. Si dans 999 ans, nous n'avons pas fait preuve d'ingéniosité et si nous n'avons pas réussi à créer un État qui soit digne de ce nom, à ce moment-là, vous nous jetez, quoi, carrément. D'accord. Bon, mais nous avons quand même 999 ans pour faire nos preuves. Ça va. La troisième chose, c'est de dire, eh bien, écoutez, nous n'avons pas réussi à nous faire donner un État, nous n'avons pas réussi un territoire, nous n'avons pas réussi donc à avoir un bail, nous achetons. Et donc, comme j'aime bien partir du pire pour aller vers le meilleur, j'ai commencé à penser au fait que nous devions mettre des sous de côté pour acheter un territoire. Bien. Donc, à partir de 40 hectares, c'est pas très onéreux. Si on est 300 ou 400 à acheter, c'est bon. Ça devient un détail. Mais par contre, il y a une deuxième forme de souveraineté. C'est la souveraineté, vous avez fort bien posé la question, c'est la souveraineté fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont à l'heure actuelle dans l'Organisation des Nations Unies, qui n'ont pas de territoire, et qui sont en souveraineté fonctionnelle. C'est le cas de l'ordre de Malte. L'ordre de Malte n'a pas de territoire. Il est un pays qui est dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes un cas comme cela, c'est-à-dire que nous sommes un État en souveraineté fonctionnelle, c'est-à-dire que nous avons tous les attributs de l'État, sauf le territoire. Donc,
à l'heure actuelle, la Fédération des deux rives, donc, qui est un État pied noir, pas à l'ouest du Pécos, comme aux États-Unis, mais à l'ouest de la Méditerranée, nous sommes un État dans le plein sens du terme. On ne peut plus revenir là-dessus. Nous sommes maintenant un État qui est entré dans l'éternité des nations. Alors, maintenant, il faut se faire reconnaître. Parce que pour rentrer dans l'Organisation des Nations Unies, il faut qu'il y ait un ou plusieurs États qui puissent vous reconnaître en tant que tels. Donc, nous sommes en train d'aller vers les États et déjà de leur dire bonjour. La première des choses, lorsque l'on va chez quelqu'un, on tape à la porte, comme ça vient d'être le cas, et on dit bonjour. Bien, alors la personne vous répond bonjour. À partir de là, ils vous ont reconnu et vous entrez à l'Organisation des Nations Unies. C'est simple. Créer un État, le gérer, c'est aussi facile que de créer une entreprise ou une association, de gérer du yaourt ou de gérer un beau projet. Donc il n'y a aucun mérite particulier, n'importe lequel d'entre nous peut le faire. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et la Fédération des deux rives, la FDR maintenant, a son drapeau, son hymne, etc. Après moi, disons, je ne suis pas d'origine pied noire, mais plutôt je suis d'origine kabyle, algérienne pour être, et kabyle pour être exact. Nous sommes frères. Voilà, exact. Et je partage la position de feu Houssine Temet, qui était un des combattants du FLN, hein, qui a participé à la libération de l'Algérie, qui a lui-même dit que la plus grosse bêtise, et la première et plus grosse bêtise du gouvernement indépendant algérien, a été de pousser les pieds noirs à partir. Parce qu'on peut parfaitement prendre comme exemple l'Afrique du Sud, qui a refusé, qui a empêché le départ de ses habitants d'origine européenne, etc., ou occidentale, et parce qu'eux avaient les moyens technologiques, etc., d'aider au développement du pays. Ce qui s'est passé. L'Afrique du Sud, c'est le pays qui offre le meilleur niveau de vie d'Afrique. Donc je suis entièrement d'accord avec ce monsieur qui a été un grand militant. Et voilà, ça je tenais à le dire. Je tenais à le dire parce que en étant ici en France, je me suis fait beaucoup d'amis pieds noirs. Et le rattachement à la terre nord-africaine en général m'a beaucoup étonné. Ils sont très, j'ai envie de dire, patriotes. Hein. Ils croient en l'Afrique du Nord. Et voilà. Alors déjà, je vais terminer, je vais commencer plutôt par la fin, savoir que vous dites les Européens d'Afrique du Nord. Vous avez tout à fait raison, parce que jusqu'à ce que nous soyons en France, à partir de 1962, on a cherché un nom. Alors c'était les Européens d'Afrique du Nord, les Algériens, parce qu'on nous a appelés d'abord les Algériens. Oui. Et puis, etc., jusqu'au moment où on nous appelait les rapatriés, alors que nous n'avons jamais été expatriés. Et donc on s'est retrouvés rapatriés. D'ailleurs, pour certains, ça les a étonnés, parce que quand vous étiez maltais, espagnol, italien, etc., quand vous êtes en France, on vous dit, tiens, c'est un rapatrié. Ma patrie d'origine, disaient les uns, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, mais voilà. Bon, très bien. Donc ça ne correspondait pas du tout. Européens d'Afrique du Nord. Les gens ne se sont pas rendus compte, ils se sont dit l'Afrique du Nord, c'est l'Algérie, dans un premier temps. Ce qui est faux, l'Afrique du Nord, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est la Mauritanie, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est la Libye, c'est l'Égypte. Exact. C'est-à-dire que j'ai accepté, moi, cette appellation d'Européens d'Afrique du Nord, parce que pour moi, ces 5 pays-là étaient intimement liés. Et je considérais, par exemple, Claude François et Dalida, qui étaient nés en Égypte, étaient des pieds noirs. On me dit, non, mais attends, tu es fou, les pieds noirs, c'est l'Algérie. Non, les pieds noirs, c'est les Européens qui étaient sur tout le pourtour de l'Afrique du Nord. Bien. Il y a apparemment même les populations juives d'Afrique du Nord qui étaient... C'est notre premier socle. Voilà. Ouais. Quand on voit des films d'Alexandre Arcadie ou qu'on reconnaît Roger Hanin, etc., on dit tiens, c'est des pieds noirs. Mais comment voulez-vous, à ces pieds noirs-là, enlever leurs racines? Si vous prenez un arbre, que vous le plantez, qu'à un moment donné, vous coupez les racines, il meurt, votre arbre. Oui. Donc, je veux dire que nos racines, elles sont là. C'est l'arrivée des premières tribus juives en Berbérie, parce que l'Algérie, après, c'est devenu un terme consacré, mais c'est les véritables propriétaires de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, ce sont les Berbères. Exactement. Il y a une civilisation berbère qui est bien antérieure d'ailleurs à la civilisation européenne, et où on retrouve dans le Tassili des inscriptions, je dirais, des Amazighs,
qui sont bien antérieures. Écriture, ce qu'on appelle écriture tifinagh. Le tifinagh, ancienne voilà, écriture. Ouais. qui est une langue parlée et écrite. Parce Exactement. que pendant que les Européens du Nord faisaient des barres sur les murs, il y avait déjà une écriture sur les murs des C'est une cavernes écriture apparemment qui a plus de berbères. 5000 ans. Voilà, exactement. Donc, et puis alors, nous avons un ancêtre commun que les gens ne savent pas, on pense beaucoup à Lucie, donc pour l'Éthiopie, mais il y a un premier nord-africain qui s'appelait l'Atlanthropus mauritanicus, donc l'Atlanthrope, D'accord. qui a été découvert par un paléontologue célèbre qui était Camille Arambourg, mais comme la France ne reconnaît pas toujours ses célébrités, qui est mort dans la misère la plus complète, mais qui avait trouvé cet ancêtre berbère qu'il a appelé l'Atlanthropus mauritanicus, et donc c'est l'Atlanthrope qui a été le premier berbère d'Afrique du Nord. Donc, si vous le voulez, je dis bien souvent à mes amis berbères, puisque j'ai même une partie de la famille qui est berbère, Oui. je leur dis, à partir du moment où vous allez avoir les Algériens qui vont dire nos ancêtres les berbères, méfiez-vous. Parce que voyez-vous, en France, on dit nos ancêtres les Gaulois. Mais on dit nos ancêtres les Gaulois à partir du moment où on a massacré tous les Gaulois. Oui. À partir de ce moment-là, les Francs qui avaient massacré les Gaulois, on dit nos ancêtres les Gaulois. Si les Algériens commencent à dire nos ancêtres les berbères, c'est qu'ils vont commencer par descendre les berbères. Donc méfions-nous. Donc voilà, attention au raccourci de l'histoire, parce qu'il faut s'en apercevoir pour se dire, pourvu que nous ne soyons pas dans ce schéma-là. Bon, nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous avons, nous, décidé de prendre notre destinée en main. D'ailleurs, vous allez peut-être le reconnaître, mais il y a quelqu'un qui a dit les peuples sont en droit de prendre leur destin en main. Et il a appliqué cette formule à un moment donné en allant par exemple au Canada et en criant Vive le Québec libre. Oui, ça c'est jetait De un Gaulle. froid. C'est De Gaulle. Ça jetait un froid. Et brusquement, les peuples se sont dit tiens, mais il n'a pas tout à fait tort, on va devenir des peuples à destin. Et donc, nous avons pris notre destin en main. Nous avons maintenant un État consacré et nous allons aller jusqu'au bout. Et le bout, encore une fois, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire quand le petit enleveur d'ordures ménagères de Bab el-Oued rentrera à New York pour dire en tant que représentant et je représente mon peuple. Donc voilà, je ne suis pas sorti de l'ENA, puisque je n'y suis pas entré, mais il y a une aventure politique intéressante. Je dirais à tous ceux qui se sentent au sein d'une ethnie particulière, et d'ailleurs vous savez que j'ai des contacts avec le gouvernement provisoire berbère. Kabyle. Kabyle. Oui, Kabyle, parce que le problème, c'est que la berbérité va beaucoup plus loin que les frontières de l'Algérie. Oui, beaucoup plus loin que les frontières de l'Algérie et même de la Kabylie. Parce que, etc. Voilà, sachant que les Touaregs sont des berbères. Exactement, qui eux-mêmes ont leurs revendications culturelles, etc. Oui, oui. D'ailleurs, on commence à voir de plus en plus de Touaregs dans Lozère, beaucoup plus peut-être que dans certains départements algériens, parce qu'ils ont eu tendance à se faire un peu massacrer quand il y a eu la guerre entre l'Algérie et le Maroc. On a profité pour réduire la population touareg. Ça, je ne savais pas. Oui, ça fait partie des enjeux, mais rassurez-vous, on a fait la même chose avec la France, quand on a commencé par réduire les Alsaciens, les Lorrains, etc. Et donc, ils sont partis en Allemagne. Bon, enfin, tout ça, c'est l'histoire des peuples, et donc il faut faire très attention. Donc, je dis à l'heure actuelle, j'étais par exemple la semaine dernière avec nos amis de la Savoie et de la Bretagne. Il y a un problème en France, c'est que la France dit nous sommes une république une et indivisible. Résultat, la porte est fermée immédiatement à toute revendication comment dire, de peuple. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, on voit les Corses qui disent nous sommes Corses, nous voulons avoir notre expression corse, c'est pas pour ça que nous n'aimons pas la France, nous adorons la France, mais nous sommes Corses, et nous avons une langue, nous avons, etc., une culture. La même chose que les Catalans. En Espagne, ou en France d'ailleurs, puisque nous avons des Catalans français. La Catalogne, d'ailleurs, française, va jusqu'à Mouguio. Donc, je veux dire que si brusquement les Catalans du Nord décidaient de rejoindre leurs amis et frères catalans du Sud, on aurait toute une partie de la France qui dériverait. Mais en fait, qu'on le veuille ou non, la France est une fédéralisation de peuples qui se sont retrouvés dans l'identité française, qui ont aimé cette identité française, car rappelez-vous, nos grands-pères, qu'ils soient berbères, arabes ou pays noirs, en 14-18 et en 39-45, ils devenaient français en 48 heures avec un uniforme, un fusil et vogue la galère.
Là, à l'heure actuelle, on dit, attendez, calmons-nous, vous faites 1 an déjà en France, etc. etc. Eh oui, Donc bien les sûr. petits-fils sont un peu maltraités par rapport à leur grand-père. Exactement. Mais bon, donc nous avons aimé la France tous. Tous. Parce que quand même, il faut dire ce qu'il en est, la France offre un très bon niveau de vie à ses habitants, hein, par rapport à d'autres pays. On y est assez à l'aise. Enfin, je pense, hein, on y vit plutôt bien, hein, par rapport Oui, à d'autres régions. oui. Il y a beaucoup de Enfin, choses à faire on encore. est un peu en voie de paupérisation, mais enfin, ça c'est un autre problème. C'est vrai, ça c'est, J'ai été syndicaliste je toute pense, ma vie, je peux vous dire qu'on n'est peut-être pas les mieux placés en France pour parler de la répartition des richesses. Le problème est, si vous le voulez, que, oui, imaginons un seul instant, soyons fous, on va rêver un peu. Il faut oui, rêver, hein. Il faut oui, être à l'exemple du pasteur Martin Luther King qui disait j'ai fait un rêve. Hein. Bien, faisons un rêve. Imaginons un seul instant que, effectivement, l'Algérie, par la force des choses, soit devenue indépendante. Que ce pays de 2 600 000, de 300 000 km², ce qui représente 4 fois la surface de la France, dans le cadre de son développement durable, puisque nous sommes pour le développement durable, la Fédération des deux rives, décide de s'allier à la France et de faire une fédéralisation entre la France et l'Algérie en permettant aux enfants d'Algérie de rester chez eux, hein, parce que ici c'est quand même le pays, on dit voulem vivre al país, je veux rester au pays, je veux vivre au pays. Bien, imaginons que les Algériens, les Berbères disent nous voulons vivre au pays, qu'ils créent un État fédéral et qu'ils se fédéralisent avec la France. Nous serions, allez, dans le registre des 5 premières puissances mondiales. À l'heure actuelle, la France est en train de dériver plutôt vers les 10 premières puissances mondiales. L'Algérie, n'en parlons pas, c'est la crise économique la c'est plus la crise totale, hein. économique la plus totale. Mais en France, je veux dire, avec le taux de chômage que nous avons dans certaines cités, je veux dire que nous ne sommes pas un exemple de la réussite économique. Ce qui fait que nous aurions une chance formidable, formidable, un exemple extraordinaire à proposer au monde. Et en plus, si dans ce cadre-là, vous avez le Petit Poucet, la Fédération des deux rives, qui vient de s'ajouter à l'expérience et qui amène une certaine façon de voir les choses, de vivre ensemble, les autres nations du monde auraient du souci à se faire, car nous aurions en plus une formidable réserve de pétrole, de phosphate, etc. Vous vous rendez compte, 2 300 000 km², et il y a combien 35 à 38 millions d'individus. Alors qu'en France, avec 640 000 m², vous avez 65 millions d'individus. Mais brusquement, c'est un paysage extraordinaire qui s'ouvre. Ce sont des milliers d'emplois ou des millions d'emplois. C'est une jeunesse confrontée à son avenir, mais de façon heureuse et dynamique, plutôt que d'y aller dans la souffrance. Et on se dit, bon, j'ai terminé mes études, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, je vais être au RSA. Oui, c'est ça le problème. Moi, par exemple, en tant que Nord-Africain, j'ai toujours été bercé avec ce petit rêve-là, de la refondation de la Grande Numidie. Oui, La Grande Numidie qui était, il faut dire, en son temps, une mosaïque de peuples. Il y avait des peuples, il y avait même des Carthaginois, oui, etc. oui. Et c'était apparemment, Phénicien. les Phéniciens, c'était extraordinaire. Bon, c'était à majorité berbère, on y parlait à majorité berbère, etc. Mais apparemment, il y avait un niveau de vie en ce temps-là extraordinaire. C'était un moment où les peuples du monde s'entretuaient pour X raisons. Et c'était la région où on produisait facilement. On n'y mourait pas de faim. Le grenier Il y de avait Rome. c'est ça. Il y Le avait grenier la de paix la Rome. plus totale. Même les Romains enviaient, on va dire, l'Afrique du Nord. Ça, c'est un peu un rêve Vous savez, qui l'Afrique m'a du bercé Nord, depuis la que je suis petit. Berbérie, on appelle toujours la Berbérie, s'est converti à un moment donné au judaïsme. Il y a eu Ensuite, le peuple judéo-berbère, exact. s'est converti au christianisme, et quand les chrétiens à l'heure actuelle nous disent l'Afrique du Nord c'est musulman, je veux dire que quand on regarde un peu l'évolution des choses, on commence à voir que l'Europe, ça commence à devenir une Europe musulmane. Mais bien, à l'époque chrétienne, celui qui a donné le plus grand exemple de la piété, Saint Augustin. Nous en parlions Oui, avant cette émission. Saint Augustin, qui a été le grand penseur de la chrétienté, qui était né à Tagaste, qui est mort, qui est né à Soukaras, et qui est mort à Annaba, à Bonn. Ce grand penseur de l'Occident, qui a fait que les bénédictins à l'heure actuelle, qui emplissent le monde de leur dévotion, appliquent la règle de Saint Augustin. Et la plupart du monachisme européen, mondial, appliquent les règles de Saint Augustin. Donc je veux dire que quand les Berbères
se sont donnés au monde, ils ont été parmi les premiers acteurs. Il y a eu des empereurs romains berbères, Oui. ce qui était sur le trône de Rome. Il y a eu des papes Il y a eu berbères. des papes berbères. Donc, si vous voulez, je veux dire que quand une civilisation telle que celle-là se donne au monde, elle est capable d'emplir l'univers. Et donc, si nous avons la chance de pouvoir faire un chemin ensemble, je pense que ce peut être un chemin fleuri. Parce que vous et nous avons une conception tout à fait particulière de la fraternité de l'humanisme. Et donc là aussi, nous avons ensemencé l'univers avec cette fraternité, cet humanisme. Ici, ils se donnent la main. Nous, on s'embrasse. C'est différent. Et généralement, les gens qui s'embrassent ne se font pas la guerre. Donc, je veux dire, vous parliez tout à l'heure du président Aït Ahmed, avec cette phrase prophétique. Le président Ferhat Abbas avait dit à peu près la même chose aussi. J'ai fait le tour des cimetières d'Algérie. Le tort qu'il y a eu, ça a été cette guerre entre la France et le FLN. Mais le FLN n'avait jamais déclaré la guerre aux pieds noirs. Il n'y a pas eu d'armée pieds noirs. C'est ça. La France n'a jamais déclaré la guerre aux pieds noirs et les pieds noirs n'ont jamais déclaré la guerre à la France. C'est-à-dire que la France et le FLN se sont fait la guerre. À mon avis, faire la guerre pour arriver à la paix, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux commencer par la paix. Historiquement, je crois qu'il y avait même l'ancien président du gouvernement, enfin, je crois l'ancien chef du FLN, qui avait écrit une lettre spécialement pour les Pieds Noirs, pour les appeler à rejoindre la Révolution. Oui. Je crois. C'était difficile parce que les Pieds Noirs étaient coincés entre le fer et l'enclume. Exactement. Ce qui fait que, résultat, quand c'est comme ça, vous prenez des baffes des deux côtés. C'est ça. Et ils se sont fait massacrer des deux côtés. Je voudrais dire, rappeler, parce que ça fait partie de notre histoire, du 23 au 26 mars 1962, Bab el-Oued, qui devient un ghetto, avec des tanks dans les rues, avec des avions, des T-6, qui tirent sur les toits, le quartier bouclé pendant 20 jours par l'armée, les appartements dévastés, les hommes tués, les femmes et les vieillards dans des camps. On a l'impression de parler de Varsovie, non, c'était Bab el-Oued. Et je suis un enfant de Bab el-Oued et je peux témoigner parce que j'étais là quand ça s'est passé. Et puis, en dernier lieu, la marine qui tire voilà, sur un quartier. Les gens des autres quartiers, 3 jours après, le 26 mars 1962, partent en disant au gouvernement français à l'époque, les gens ne se rappellent pas l'histoire, ça ne les intéresse pas, mais quel était le gouvernement qui était à l'époque, en mars 1962, français, à Alger? C'était Georges Pompidou, qui était gouvernant. Charles de Gaulle, président de la République, et M. Fouché qui réglait le feu. 400 morts. 400 morts. Pieds Noirs. Pieds Noirs. 400 morts. Qui ont été tués par des soldats français. Qui ont été tués par les soldats français. Par des soldats français. Et celui qui a fait ouvrir le feu a été décoré de la Légion d'honneur. Donc je peux vous dire que je n'ai jamais accepté d'aucune décoration. Et donc, si vous voulez, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient toutes confessions confondues, ils criaient Vive la France et chantaient la Marseillaise et on leur a tiré dessus. Ça a un peu échaudé, mais ça faisait partie d'une stratégie. Après, le 5 juillet 1962 à Oran, 1500 morts. Là, c'est par le FLN, non? Là, c'est par l'ALN. L'ALN, oui. 1500 morts, ça n'aurait pas pu se produire si l'armée française était intervenue. Mais elle ne pouvait plus intervenir. Elle avait reçu parce que des l'Algérie ordres. était indépendante. 2000 disparus, plus de 1000 blessés. Vous voyez, en peu de temps, de mars 1962 à juillet 1962, en quelques mois, nous avons subi des pertes en pourcentage sur une population de 1 million de personnes considérables. Puis après, l'exode. L'exode, mais quand je vois nos frères qui viennent de Syrie, d'Irak, peu importe, qui sont du bassin méditerranéen, la Syrie, l'Irak n'a pas de débouché en Méditerranée, la Syrie, traverser la mer, mourir, cette Méditerranée qui est un lac intérieur entre l'Europe et l'Afrique, qui était un lac prospère, comme vous le disiez tout à l'heure, où tout le monde s'embrassait, tout le monde vivait, chantait, ça devient une poubelle, voire un mouroir. Et les gens meurent en toute indifférence. Nous étions des migrants. Nous avons traversé comme ça. Nous avons traversé en petit bateau. Nous avons traversé comme nous le pouvions en avion. Je veux dire en avion avec ma maman.
en passager clandestin, et je sais ce que c'est que se faire arrêter dans un aéroport quand on arrive en clandestin, on commence par vous arrêter et vous poser des tas de questions. Donc, pour nous, c'est pas l'idéal, quoi. Et Je sais que, si je peux me permettre, que les pieds noirs, à leur arrivée en France, etc., et jusqu'à des dizaines d'années plus tard aussi, ont subi, ont souffert, ont subi ce que les Maghrébins maintenant en général disent subir actuellement en France. Donc ils ont subi la discrimination, le rejet, etc. Donc je sais que j'ai eu l'occasion d'en parler avec justement des anciens pieds noirs, etc. Ils ont pris beaucoup de coups et je trouve qu'ils ont quand même pas mal réussi. Ils ont su s'intégrer, ils ont su réussir magnifiquement bien malgré toutes les entraves qu'ils ont eues. oui, alors regardez d'ailleurs où habitent à l'heure actuelle ceux qui viennent d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc. Ils habitent dans les cités qu'ont habité les pieds noirs à leur arrivée en France. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une similitude. Le problème est que on a voulu nous réduire. Et quelqu'un a dit à son ministre de l'époque, les pieds noirs, dans 3 générations, on n'en parle plus. Je suis la 3e génération. Je suis debout, je suis pied noir, je m'assume avec mes qualités et mes défauts. Et nous sommes un peuple comme tout autre peuple, c'est-à-dire que nous ne sommes ni meilleurs ni pires que les autres. Mais il faut commencer dans ces cas-là, si on veut attribuer des défauts aux autres, il faut commencer par parler de ces défauts. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a dit à notre arrivée? Bon, ils viennent nous prendre notre pain. Ce que disent actuellement certains des migrants nord-africains, etc. Ils viennent nous voler. Ils viennent prendre notre travail, donc au moment où nous en avons besoin parce que nous sommes chômeurs, etc. etc. Bon, je ne sais pas qui est-ce qui viendra dans une décennie en France, mais ils seront accueillis de la même façon. Mais dans le même temps, il y a des gens merveilleux qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de nous loger, Exactement. qui nous ont permis de manger, qui nous ont permis, etc. Un peuple en désirant. Je peux vous dire que moi, je vous ai dit en entrée que j'étais le fils d'un père assassiné. J'ai fait le tour de France avec le cercueil de mon père. Tour de France, parce qu'il n'y avait aucune commune qui voulait accepter un cercueil de pieds noirs en se disant si j'accepte le cercueil, je peux avoir certes le parent dans la tombe, mais je vais avoir les fils dans le village. Et ça ne m'intéresse pas vraiment. Quelqu'un qui avait dit les pieds noirs, qu'il allait se faire voir ailleurs, qui est un maire qui par la suite les a accueillis de grand cœur. Mais enfin, au début, ça passait mal, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait le tour de France. J'ai été enterrer mon père en Picardie. Après, je l'ai ramené dans le sud de la France. 30 ans après, il a fallu déterrer, reterrer. Je peux vous dire que c'est pas forcément une joie. Mais enfin, nous sommes là. On va essayer de jouer un rôle de médiateur et de développement durable dans cette contrée méditerranéenne. Parce que quand on regarde le bilan, la rive sud, dévastée par la guerre, si par malheur demain l'Algérie et le Maroc tombent, on peut imaginer ce qui risque de se passer dans la guerre civile la plus totale. Et en Europe, écoutez, moi, si je regarde les économies de la Grèce, de l'Italie, l'Espagne, ça reprend un peu, de la France, c'est franchement pas des réussites économiques. Ça fait peur, ouais. Ça fait peur. Donc les gens qui sont au chômage à l'heure actuelle, comme je l'ai été d'ailleurs, se disent avec angoisse quel sera notre avenir. Et les jeunes qui sortent des universités après avoir étudié dans des conditions épouvantables, se disent mais quel métier vais-je avoir? Quel métier vais-je avoir? Donc voyez où nous en sommes. Si par hasard la paix s'installait, et ça serait une bonne chose, je pense qu'il y aurait un développement économique durable pour l'ensemble des populations concernées. C'est vers ça. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on qu'on souhaite, qu'il y ait le moins possible de misère dans ce monde, dans nos régions, dans nos pays, etc. Et qu'on puisse tous avancer. Oui. Hein, qu'on quitte, on va dire, cette situation de misère intellectuelle et matérielle. Voilà. Alors, je pense que vous allez en terminer avec l'émission. Justement, on arrive à la fin de l'émission. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous donniez vos conseils à la jeunesse en général, nord-africaine, européenne, française, et surtout aussi à la jeunesse pied noir qui va certainement nous regarder. C'est un peu difficile de donner des conseils. J'avoue que quand on m'a donné des conseils quand j'étais jeune, j'avais du mal à les suivre. Mais
L'expérience peut-être, hein, c'est peut-être ce qui... Je dirais individuellement ou collectivement, assumez-vous. Créez-vous une identité, assumez-la et ne changez pas de cap. Il faut aller jusqu'au bout. Hein, je dirais peut-être avec les poings fermés dans les poches, parce que généralement quand on est jeune et qu'on sort des études, on a les poches libres, on n'a pas d'argent, donc qu'est-ce qu'on peut y mettre? Les poings fermés, hein, ou les mains. Bon, mettez les poings fermés, parce que quand vous avez envie d'avoir des colères, ça vous permet de passer la colère dans vos poings fermés dans les poches. Et puis, marcher. Alors, je ne veux pas dire en marche, parce que à l'heure actuelle, ça veut dire quelque chose pour beaucoup de gens, et donc c'est une expression qu'on a des difficultés à employer les uns et les autres, qu'on soit partisan ou pas. Donc, en route, ou pour sa vie. Il faut affronter, il faut travailler dur, il faut s'accorder des temps de loisirs. Ne pas oublier sa famille. Ne pas oublier sa famille, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout ne pas oublier les autres. Hein, on n'est pas un être seul au milieu d'un univers, il y a les autres comptent beaucoup, et ce sont les autres qui vont vous façonner, qui vont façonner votre personnalité, ce sont les épreuves qui vont façonner cette personnalité. Donc allez-y, n'ayez pas peur, foncez, l'avenir est à vous. Nous, c'est fini, notre génération, nous sommes en train de mettre les fondamentaux, nous sommes en train de mettre les fondations de quelque chose qui est en train de se créer. Les jeunes vont se forger leur avenir et leur destin, et vont se forger les conditions économiques de leur développement. Ils vont avoir des familles, ils vont devenir à leur tour grand-père, et il faut qu'ils se regardent tranquillement dans les yeux de leur petit-fils ou de leur petite-fille, en se disant « j'ai accompli la mission que j'avais sur Terre ». Voilà, à partir de ce moment-là, il faut savoir... écoutez, moi je vous propose une chose, je vais terminer cette émission. J'ai bien regardé les précédentes, parce que je regarde toutes vos émissions. Merci. Il y a une chose qui serait bien, si on veut donner un geste fort, c'est avant de dire bonsoir madame, bonsoir monsieur, nous fermons l'écran qui va devenir un écran noir, c'est que nous fassions ce que nous avons toujours fait en Algérie. Une fois qu'on se quitte, on commence par s'embrasser et se dire à bientôt. Ok. Donc, moi, je voudrais vous embrasser et de vous dire à bientôt. Mon frère. À très bientôt. Merci Samuel, merci de Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Woman, be woman.